Chaque matin, bien avant que les bureaux ne s'éveillent, une silhouette discrète traverse les couloirs de la société du Val-Horizon. Silencieuse, invisible, mais toujours là, Élise Navarro est femme de ménage depuis 5 ans. Elle arrive avant tout le monde. Elle repart avant que quiconque ne la remarque. Elle ne parle jamais de sa vie. Et personne ne songe à lui poser de questions. Jusqu'au jour où le téléphone du PDG, Julien Duval, sonne. Personne n'est encore arrivé. Élise décroche. Au bout du fil, une voix parle en mandarin. Et, à la stupeur générale, Élise répond, couramment. Ce geste simple, presque banal, fait basculer tout ce que l'on croyait savoir d'elle. Derrière cette femme silencieuse se cache un passé effacé, des diplômes prestigieux, une histoire d'exil intérieur et des blessures profondes. Mais c'est aussi le début d'une renaissance, une révélation, un combat pour redevenir soi. Car parfois, dans l'ombre des plus grandes entreprises, une femme peut cacher un monde, un passé et un avenir inattendu. À 5h52, la lumière froide de l'aube filtrait à peine à travers les stores de la tour du Val-Horizon. Le bâtiment dormait encore, seules quelques caméras de sécurité clignotaient au rythme des secondes. Mais elle était déjà là. Élise Navarro, tenue sobre, cheveux attachés, un pas mesuré, silencieux, presque militaire. Dans sa main, le badge d'accès. Sur son dos, un sac léger contenant des produits d'entretien, un carnet usé, et un mystère que personne n'avait encore percé. Elle n'était pas nouvelle, elle travaillait ici depuis 5 ans. Toujours aux mêmes heures, toujours dans le même silence. Invisible, indispensable. Chaque matin, Élise nettoyait les bureaux avant l'arrivée des employés. Elle remettait en place les chaises déplacées à la hâte, effaçait les traces de doigts sur les vitres, changeait les filtres à café, et repartait avant 8h30 sans croiser personne, ou presque. Car parfois, le PDG lui-même, Julien Duval, arrivait tôt. Il ne lui avait jamais vraiment parlé. Un merci distrait, un hochement de tête peut-être. Mais rien de plus. Pour lui, Élise faisait simplement partie du décor. Comme les plantes en pot ou les distributeurs automatiques. Et c'est justement ce matin-là que tout bascula. Julien était arrivé plus tôt que d'habitude. Chemise blanche froissée, cravate à la main, téléphone à l'oreille. Il passa devant Élise sans un mot. Puis s'arrêta brusquement. Son portable vibrait dans sa paume. Un appel international. Numéro inconnu. Il fronça les sourcils, hésita, et posa le téléphone sur le bureau pour aller chercher son café. Le combiné se mit à sonner à nouveau. Élise, seule dans la pièce, jeta un œil autour d'elle. Pas un bruit, pas un employé, pas un collègue. Elle fixa l'écran. Ligne directe du PDG. Elle n'avait pas le droit de répondre. Mais quelque chose l'y poussa. Elle décrocha. « Ouais ?» dit-elle calmement, d'une voix douce et ferme. Un silence au bout du fil. Puis une voix en mandarin s'éleva, rapide, précise. Élise répondit, avec un ton sûr, avec un accent impeccable. Pendant près de 2 minutes, elle échangea dans cette langue étrangère que personne n'aurait imaginé sortir de sa bouche. Quand Julien revint avec son café à la main, il s'arrêta net. Elle raccrocha. Le silence retomba. Il la fixa. « Vous, parlez chinois ?» demanda-t-il, stupéfait. Elle soutint son regard sans détour. Couramment, un malaise s'installa. Julien posa son gobelet, hésitant. Mais, comment? Il ne termina pas sa phrase. Il comprenait que quelque chose ne collait pas. Une femme de ménage, mandarin fluide, pas d'accent, pas d'hésitation. « Vous avez appris où ?» demanda-t-il, plus doucement. « À Pékin, puis à Taipei, et ensuite à la Sorbonne, où j'ai fait mon master en langues orientales. » Julien cligna des yeux, abasourdi. « Et, vous travaillez ici comme femme de ménage. Pourquoi ?» Un silence. Elle ramassa son chiffon, essuya doucement une trace sur le bureau. Parce que c'était ce que je pouvais faire, à ce moment-là. Il n'insista pas, mais quelque chose s'était fendu. Une faille venait de s'ouvrir. Et derrière, se dessinait un monde qu'il ne soupçonnait pas. Ce jour-là, Julien passa sa réunion du matin sans écouter un mot. Il revoyait le calme d'Élise, son ton fluide, ses mots précis. Il fouilla les archives RH. Aucun chevaux, aucune mention d'études, juste un contrat d'intérim transformé en CDI discret. En fin d'après-midi, il demanda à sa secrétaire. « Qui a recruté Élise Navarro ?»« Elle est arrivée avant moi, » répondit la secrétaire. « Elle a été embauchée directement par l'ancienne direction. » Il hocha la tête, perplexe. Quelque chose clochait, et ça lui plaisait. Julien Duval, pourtant peu curieux d'ordinaire, venait d'être piqué par l'énigme. Ce n'était plus simplement une employée. C'était un fichier crypté dans un système trop bien huilé. Le soir venu, Élise marchait seule sur le trottoir mouillé par la pluie. Ses chaussures faisaient peu de bruit. Mais dans sa poche, son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Texte bref. Merci pour ce matin. Je crois que nous devons parler. JD. Elle sourit à peine, puis leva les yeux vers les lampadaires. Et murmura, ça recommence. Le lendemain matin, Élise arriva encore plus tôt que d'habitude. Il faisait encore nuit. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité, hormis la lumière pâle du hall d'entrée. Ses gestes étaient les mêmes. Précis, calmes, méthodiques. Mais quelque chose avait changé. Dans sa poche, le message de Julien Duval la brûlait encore. Un simple « nous devons parler » et voilà que son quotidien millimétré semblait tout à coup vaciller. Elle monta au 5e étage. Bureau du PDG.
là où elle avait décroché ce fameux appel. Là où tout avait basculé. Elle entra, chiffon à la main. Regarda l'écran du téléphone. Muet. Pas d'appel cette fois. Elle poussa un soupir discret, presque imperceptible. Mais elle n'était pas seule. Vous êtes toujours aussi ponctuel. La voix de Julien fendit le silence derrière elle. Il était là, adossé à la porte, costume à moitié boutonné, regard encore ensommeillé mais curieux. Elle se retourna lentement. Je vous ai remercié hier. Mais j'aimerais comprendre, dit-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda. Lui, ce grand patron, si sûr de lui d'habitude, semblait maintenant incertain. Presque, déstabilisé. Elle essuya une dernière trace sur la table, puis s'assit. Sans y être invité. Vous voulez comprendre quoi, exactement? Julien s'approcha. Il s'installa à son tour, de l'autre côté du bureau. Pas en patron, en homme curieux. Vous parlez mandarin comme une native. Vous avez étudié à la Sorbonne. Mais ici, vous nettoyez les vitres et remettez du café. Vous ne trouvez pas ça étrange? Elle le fixa un moment. Puis, d'une voix calme, ce que je trouve étrange, monsieur Duval, c'est que personne n'ait jamais posé la question avant-hier. Il sourit, un peu gêné. Il ne savait pas quoi répondre à cela. Vous avez raison, admit-il. Mais je veux la poser maintenant. Si vous êtes d'accord. Elle inspira profondément. Ses doigts se crispèrent légèrement autour du chiffon. J'ai eu une autre vie, dit-elle enfin. Julien attendit. Pas un mot, pas un mouvement. J'étais brillante, apparemment. C'est ce qu'on me répétait. Major de promo, doctorat en droit international, spécialiste des litiges transfrontaliers, des conférences à Genève, à Tokyo, à Nairobi. Elle marqua une pause. Puis j'ai rencontré un homme. Son regard s'était voilé, mais elle continua. Il était charmant, charismatique, comme beaucoup au début. Et puis, il a voulu tout contrôler. Mes amis, ma carrière, mes silences. Elle posa le chiffon. Ses mains étaient maintenant nues. Tremblantes, mais dignes. J'ai tout quitté pour lui. Et quand j'ai voulu partir, il était trop tard. Il ne me restait que la fuite. Alors je suis devenu invisible. Julien resta figé. Ce qu'il venait d'entendre, ce n'était pas une simple histoire. C'était un naufrage. Et en face de lui, cette femme, que tous croyaient insignifiante, avait porté une tempête dans ses silences. Je suis désolé, dit-il enfin. Elle le regarda. Son visage n'exprimait ni plainte ni pitié. Seulement une force calme. Ne soyez pas désolé, monsieur Duval. Juste, ne me jugez pas. Il hocha la tête. Je ne vous juge pas. Je vous admire. Un silence les enveloppa à nouveau. Puis Julien se redressa. Il ouvrit un tiroir, en sortit un dossier. J'ai un partenariat en cours avec une entreprise chinoise. Shanghai Investments. Je vous propose quelque chose. Élise leva un sourcil. Un poste. Conseillère juridique, spécialisée en relations internationales. Le poste est vacant depuis 2 mois. Et vous, vous avez le profil. Même plus que le profil. Elle recula légèrement, surprise. Vous êtes sérieux? Très, mais c'est vous qui décidez. Je ne veux pas briser votre discrétion, ni votre équilibre. Je vous tends juste la main. Elle ne répondit pas tout de suite. Son cœur battait, forte, irrégulier. Depuis combien d'années n'avait-elle pas entendu une proposition qui ressemblait à une seconde chance? Elle se leva, reprit son sac. Puis, avant de sortir, je réfléchirai. Merci, monsieur Duval. Il sourit. Appelez-moi Julien. Elle esquissa un sourire. Pas encore. Et elle s'éloigna, laissant derrière elle une porte entr'ouverte, et un monde peut-être prêt à renaître. Pendant 3 jours, Élise ne dit rien. Elle ne changea rien à sa routine. Même réveil à l'aube, même trajet silencieux dans les rues encore vides. Même geste précis, presque chorégraphié, en essuyant les vitres, en rangeant les dossiers, en remplissant les corbeilles. Mais à l'intérieur, un tumulte. Julien Duval lui avait tendu une main. Pas une charité déguisée, pas une faveur, une vraie main, une possibilité de revenir à la lumière. Mais cette lumière-là, elle faisait peur. Chaque soir, elle s'asseyait face à son petit bureau. Une lampe jaune, un carnet, un stylo. Et elle écrivait, des listes, des peurs, des souvenirs. Elle se revoyait dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, débattant avec passion sur la souveraineté des États. Elle se revoyait aussi, quelques années plus tard, recroquevillée dans un coin de cuisine, la joue marquée, le souffle court. Les 2 femmes n'avaient plus rien en commun. Et pourtant, elles portaient le même nom. Le 4e jour, Élise entra dans le bureau de Julien. Sans prévenir, il leva les yeux de son écran, surpris. Mais il ne dit rien. Il attendit. Elle ferma la porte derrière elle. J'accepte. Une simple phrase. Mais sa voix était assurée. Claire, comme une lame affûtée. Julien hocha la tête. Très bien. On commence lundi. Vous aurez un bureau, un contrat, et une nouvelle carte d'accès. Il lui tendit un badge. Son nom, sa photo, et ce mot, conseillère juridique, affaires Asie-Pacifique. Élise le prit, le regarda. Un instant, elle ne reconnut pas ce visage. Puis elle sourit. Merci, Julien. Là, vous pouvez m'appeler Julien, répondit-il avec un clin d'œil. Le week-end passa comme dans un rêve. Elle acheta un tailleur simple mais élégant. Fit rafraîchir sa coupe de cheveux. Réactiva son ancien compte email universitaire. Et surtout, elle redonna vie à ce qu'elle croyait avoir enterré. Son intelligence, son ambition et sa dignité. Lundi matin, 8h30, les employés de Duval Horizon arrivèrent au compte-gouttes. Certains s'arrêtèrent net en voyant Élise assise dans un bureau vitré au 3e étage. Ordinateur allumé, dossier ouvert, concentré,
Professionnelle, c'est pas la femme de ménage? Les chuchotements couraient comme une traînée de poudre. Mais Julien ne laissa place à aucun doute. À 9h tapantes, il convia l'équipe dirigeante à une réunion. Élise était à ses côtés. Je vous présente notre nouvelle conseillère juridique. Elle dirigera la coordination avec nos partenaires chinois. Son parcours est remarquable, et sa présence ici est une chance. Il n'en dit pas plus. Pas de justification, pas d'excuse, juste une vérité posée comme une évidence. Les premières semaines furent intenses. Élise reprit ses marques avec une facilité qui surprit tout le monde. Elle rédigeait des contrats complexes, corrigeait des traductions, saisissait d'un regard les pièges juridiques. Mais surtout, elle écoutait. Et elle parlait, peu, mais juste. Très vite, les équipes commencèrent à venir vers elle. Pour un conseil, une relecture, ou simplement, pour échanger. Elle n'était plus l'ombre, elle était devenue une présence. Julien, lui, observait tout cela à distance. Il était fasciné, pas seulement par l'intelligence d'Élise, mais par sa force, sa capacité à marcher droit malgré tout ce qu'elle avait traversé. Ils prenaient maintenant un café ensemble chaque jeudi matin. Un rituel discret, toujours dans la petite salle vitrée du dernier étage. Un jour, il lui demanda « Est-ce que vous regrettez ?» Elle posa sa tasse, réfléchit. « Je regrette d'avoir eu peur trop longtemps, mais je ne regrette jamais d'avoir survécu. » Julien la regarda, et il sut, à cet instant précis, que cette femme allait bouleverser bien plus que son entreprise. Elle allait bouleverser sa vie. Mais pour l'instant, il se contenta de sourire. Et elle, de reprendre sa lecture. En silence, mais plus jamais invisible. Les semaines passèrent. Élise s'imposait, doucement mais sûrement. Pas par la force, pas par le bruit, mais par la justesse. Elle arrivait la première, partait la dernière. Mais cette fois, ce n'était plus pour nettoyer les sols. C'était pour bâtir des ponts entre les lois, les langues et les mondes. Chaque jour, elle gagnait du terrain. Sur elle-même, sur ses peurs, sur les regards. Certains collègues restaient méfiants, d'autres, admiratifs. Tous, intrigués. Comment une femme comme elle a pu finir femme de ménage? Elle cache quelque chose, c'est sûr. Et si elle était une espionne? Les rumeurs se nourrissaient d'ignorance. Mais Élise, elle, souriait. Elle avait appris à se taire plus fort que le bruit. Un mardi après-midi, un nouveau dossier atterrit sur son bureau. Partenariat stratégique avec un conglomérat basé à Shanghai. Complexe, politisé, épineux. Julien entra sans frapper. « J'ai besoin de toi sur celui-là. Personne ne lit les lignes comme toi. » Elle leva les yeux. « Tu es sûr? Il y a des enjeux diplomatiques. » « Justement, tu es notre atout le plus précieux. » Silence. Puis elle hocha la tête. « Très bien, mais je vais devoir parler directement avec leur juriste. » En mandarin. Julien sourit. « Alors parle-leur, et impressionne-les. » Ce soir-là, Élise resta tard. Les couloirs étaient redevenus silencieux. Comme avant, mais cette fois, elle n'y errait plus comme une ombre. Elle consulta les contrats, annota chaque clause, révisa ses anciens cours. Et dans un tiroir, elle retrouva une vieille lettre. Pliée, froissée, usée, la dernière qu'elle avait reçue de sa mère. « Ma fille, ce que tu portes est lourd, mais ce que tu es plus grand que ce fardeau. Quand tu auras guéri, reviens nous voir. Tu mérites de vivre, pas de survivre. » Les mots la frappèrent comme un murmure oublié. Elle ferma les yeux, une larme glissa, juste une, puis elle replongea dans son travail. 2 jours plus tard, la visioconférence eut lieu. 3 juristes chinois. Élise, seule, face à eux. Julien observait depuis la salle attenante, à travers une vitre sans teint. Elle parla avec calme, maîtrise et autorité. Elle corrigea une mauvaise traduction. Désamorça une ambiguïté juridique, rit d'une plaisanterie subtile en dialecte, et conclut la réunion en posant une question brillante. Silence, puis applaudissements, respectueux, sincères. Elle raccrocha, soupira, et se retourna, pour croiser les yeux de Julien, resté figé. « Tu viens de sauver 3 mois de négociations, dit-il, ébahi. Elle haussa les épaules. « Je n'ai fait que mon travail. Tu ne réalises pas, Élise. Tu viens de franchir une étape. » À partir de ce jour-là, tout changea. Julien n'était plus seulement son patron. Il devenait un complice, un soutien, un homme, intrigué. Les regards devinrent plus longs, les silences, plus denses. Un jeudi, il lui proposa un déjeuner. Juste toi et moi, pour parler stratégie. Elle hésita. « Tu sais que ça va jaser. » Qu'il jase. Nous, on avance. Ils déjeunèrent dans une brasserie discrète. Parlèrent affaires, puis souvenirs, puis, rien. Juste ce silence, pas vide, plein de non-dits. Julien baissa les yeux. « Tu sais, Élise, tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Elle le fixa, pas avec tendresse, pas avec peur, avec reconnaissance. Ce n'est pas le courage, Julien. C'est la nécessité. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise croisa son reflet dans une vitrine. Elle s'arrêta, pas pour vérifier son apparence, mais pour s'assurer que c'était bien elle. Cette femme droite, sûre, vêtue d'un tailleur. Cette femme qu'elle croyait perdue. Elle sourit, pour elle-même. Elle était revenue, pas d'entre les morts, mais d'entre les effacés. Et maintenant, elle était prête. Prête pour ce qui viendrait. Même si elle ignorait encore que la plus grande décision de sa vie approchait à grands pas. Le printemps s'installait doucement sur Paris. Le ciel se teintait de bleu pâle. Les arbres reprenaient vie. Et Élise, aussi. Elle avait désormais son bureau. Une plaque à son nom. Une place dans l'organigramme. Mais surtout, une voix.
Elle n'était plus celle qu'on ignore. Elle était celle qu'on écoute. Chaque matin, elle franchissait les portes de Duval Horizon avec une fierté silencieuse, une assurance nouvelle et ce regard. Ce regard qui en disait long sur ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Julien la croisait souvent dans l'ascenseur. Il ne parlait pas toujours, mais il la regardait, pas comme un patron regarde une employée, pas comme un homme regarde une femme, mais comme quelqu'un qui devine un mystère et n'ose pas encore le résoudre. Un soir, il l'attendit dans le hall. « Tu veux marcher un peu ?» Elle hésita. « Marcher ? Maintenant ? Il fait doux, et j'aimerais te parler, hors des murs. » Ils sortirent, pas vers les grands boulevards, vers les rues calmes, là où les lampadaires projettent des ombres douces, là où les vérités sortent plus facilement. Ils marchèrent sans but, parlèrent de tout, et puis, Julien s'arrêta. « Tu sais, j'ai toujours eu l'impression que tu venais de loin. »« C'est le cas, répondit-elle sans détour, mais pas forcément en kilomètres. » Silence, puis elle ajouta, « Je ne suis pas tombée ici. J'ai fui un homme, un passé, un monde où on m'avait fait croire que je ne valais rien. » Julien la regarda, bouleversé. « Et maintenant, je recommence. Mais chaque jour est une bataille. Contre la mémoire, contre la honte, contre l'envie de disparaître à nouveau. » Il voulut dire quelque chose, mais elle leva la main. « Tu n'as pas à me consoler. Je ne cherche pas de compassion. Je veux juste qu'on ne me réduise plus à mes blessures. » Julien hocha la tête. « Alors, Élise, qui veux-tu devenir ?» Elle le fixa, sans détour. « Je veux redevenir celle que j'étais avant qu'on m'efface. Mais cette fois, plus forte. Et libre. » Les jours suivants, Julien fut plus discret, mais aussi plus présent. Il envoyait des messages courts, des notes sur des dossiers, des encouragements glissés dans une réunion, et parfois, un regard. Long, sincère, interdit. Un matin, Élise reçut un courrier inhabituel. Timbre chinois, logo d'une université, Fudan, à Shanghai. Elle fronça les sourcils, ouvrit, lutte, une proposition, un poste de professeur invité en droit international. 3 mois, possiblement renouvelable. Elle relut la lettre, 3 fois. C'était réel. Shanghai, la Chine, là où elle avait étudié, autrefois. Là où elle avait été heureuse. Avant tout, Julien entra dans son bureau. « Tu as reçu une lettre ?» « Oui. » Elle lui tendit. Il lut. Son visage se figea un instant. Puis il sourit, sans vraiment sourire. « C'est une opportunité incroyable. Oui. Tu vas y aller ?» Silence. « Je ne sais pas. » Ce soir-là, Élise rentra chez elle, troublée. Elle relut la lettre encore. Et encore. Puis elle ouvrit une vieille boîte. Dedans, photos, cartes, souvenirs d'Asie. Elle tomba sur un cliché d'elle, plus jeune. Souriante, libre, elle toucha le papier du bout des doigts. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit en elle un frisson. Pas de peur, mais d'élan. Le lendemain, Julien l'attendait devant l'immeuble. « Je n'ai pas bien dormi. » « Moi non plus. » Ils marchèrent. « Élise, si tu veux partir, je comprendrai. » Elle le regarda. « Tu veux que je parte ?» Il s'arrêta. « Non. » Il la fixa. « Je ne veux pas, mais je veux que tu choisisses pour toi. » Elle sourit, tristement. « Tu es peut-être le premier à me dire ça. » Mais au fond d'elle, un autre courrier l'attendait. Encore non ouvert, et ce qu'il contenait allait tout bouleverser. Le soleil déclinait sur Paris, drapant les immeubles d'une lumière orangée. Élise rentra chez elle, fatiguée, troublée. Son sac semblait plus lourd que d'habitude. Mais ce n'était pas le poids des dossiers. C'était celui des décisions à venir. Elle referma doucement la porte de son petit appartement. Un lieu modeste, mais où elle avait reconstruit son silence. Où elle avait réappris à exister. Sur la table, une enveloppe l'attendait. Sans timbre, sans adresse manuscrite. Juste un nom imprimé, propre, net. Shanghai Investments. Elle fronça les sourcils. Elle ne connaissait personne là-bas. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre concise, directe, mais puissante. « Madame Navarro, nous avons suivi avec attention votre parcours. Votre expertise en droit international et votre maîtrise des langues asiatiques correspondent aux besoins stratégiques de notre nouveau pôle Europe-Asie. Nous souhaiterions vous rencontrer pour discuter d'un poste de conseillère juridique senior. Le poste est basé à Shanghai, avec possibilité de télétravail depuis Paris. » Elle relut chaque mot, puis une deuxième fois, une troisième. Shanghai, encore. Mais cette fois, ce n'était pas l'université. C'était le monde des affaires. Le concret, le pouvoir, l'argent. Elle se leva, faisait les 100 pas, essayait de comprendre. Comment la connaissait-il? Qui avait parlé d'elle? Était-ce un hasard? Ou quelqu'un? Ici, à Paris? Julien? Le lendemain, elle arriva plus tôt que d'habitude. Julien aussi était là. Il buvait son café debout, près de la baie vitrée. Elle le rejoignit sans un mot. Il la regarda, devina. « Tu as reçu une autre lettre, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Shanghai Investments. » Julien sourit, mais pas avec joie. « J'ai eu vent de leurs recherches. Mais je n'ai rien dit. Je ne savais pas qu'ils t'approcheraient. Tu les connais? Lointainement. Ce sont des partenaires. Puissants, exigeants, mais fiables. » Elle le fixa. « Alors pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'eux ?» Il haussa les épaules. « Parce que j'espérais te convaincre de rester. » Silence. Elle s'assit, sortit les 2 lettres, les posa côte à côte. 2 propositions, 2 avenirs, 2 versions d'elle-même. Elle leva les yeux. « Que ferais-tu à ma place ?» Julien prit le temps de répondre. « Je me demanderais, où suis-je la plus libre? Pas où je suis la plus utile.
ni la plus brillante. Mais où je peux respirer? Ces mots résonnèrent en elle. Respirer. Combien d'années avait-elle passé sans le faire vraiment? Elle repensa à son ancien compagnon, à l'homme qui l'avait brisée, isolée, réduite au silence, à toutes les fois où elle avait tu ce qu'elle savait, tu ce qu'elle était. Et aujourd'hui, 2 lettres. 2 voix lui disaient « Parle, bouge, choisis ». Plus tard dans la journée, elle appela le numéro au bas de la lettre de Shanghai Investments. Une voix polie, efficace, l'accueillit. « Madame Navarro, nous sommes honorés que vous nous contactiez. Votre profil est exceptionnel. Nous aimerions organiser une rencontre. Dès demain, si vous êtes disponible. » Elle accepta. Demain, 11 heures. La nuit fut courte, pas à cause de la peur, mais à cause de l'excitation. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cela. La sensation qu'un nouveau chapitre s'écrivait. Et cette fois, elle tenait la plume. Le rendez-vous se déroula dans une tour de verre, quartier de la Défense. Accueil impeccable, salle minimaliste, 2 personnes en face d'elle, une femme chinoise élégante, un homme franco-asiatique au regard perçant. Ils ne perdirent pas de temps. Vous avez une double compétence précieuse, dit l'homme. Et vous comprenez les silences culturels, ajouta la femme. C'est ce que nous cherchons. Puis, le mot qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Nous vous respectons, Madame Navarro. À la sortie, Paris semblait différente. Plus légère, plus vaste. Le vent soufflait doucement. Elle leva le menton, sentit la caresse de l'air. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit, mais une question restait suspendue. Et Julien, dans tout ça? Le jour s'était levé sur un Paris pâle, trempé par une fine bruine. Élise observait les gouttes glisser lentement sur sa fenêtre, comme des secondes qui s'écoulent. Elle tenait entre ses mains 2 propositions, 2 avenirs. Et un cœur divisé. D'un côté, Fudan, l'université prestigieuse à Shanghai, symbole du savoir, de l'enseignement, de la transmission. Un poste de professeur, une vie académique paisible, respectée. De l'autre, Shanghai Investments, l'arène des négociations, des décisions à haute valeur, du pouvoir discret. Là où les mots pèsent des millions. Là où elle pouvait redevenir celle qu'elle avait été, ou peut-être, devenir encore plus. Et au centre de cette équation, Julien Duval. Julien l'invita ce soir-là chez lui. Un dîner simple, un moment intime, sans protocole, sans hiérarchie. Juste 2 âmes qui avaient appris à se voir, au-delà des titres et des apparences. Il avait cuisiné, un plat asiatique, clin d'œil complice. Elle sourit en goûtant. « Tu t'améliores » lança-t-elle doucement. « J'ai pris des cours. Pour impressionner une certaine femme. » Elle baissa les yeux. Le silence n'était pas lourd. Il était chargé de choses non dites. Puis il demanda, d'une voix calme. « Tu vas partir, n'est-ce pas ?» Elle releva la tête. Ses yeux parlaient avant ses mots. « Je ne sais pas encore. Mais je dois y aller. Au moins essayer. » Julien hocha lentement la tête. « Tu as le droit. Tu t'es battu pour arriver jusque-là. Tu n'as de compte à rendre à personne. Pas même à moi. » Il détourna le regard, cherchant ses mots. « Mais si tu pars, sache que je ne resterai pas indifférent. » Elle sentit son cœur se serrer. Pas de grande déclaration. Juste une sincérité nue, sans armure. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Et si je ne pars pas? Je ne veux pas que ce soit par peur de perdre quelqu'un. Je veux que ce soit un choix. Un vrai. » Les jours suivants, Élise organisa ses pensées comme un avocat organise un plaidoyer. Argument pour Fudan, stabilité, respect, transmission. Argument pour Shanghai Investments, défi, vitesse, stratégie. Argument pour rester à Paris, Julien. Mais ce dernier ne disait plus rien, il laissait le choix venir d'elle. Et c'était peut-être la plus belle preuve d'amour. Puis une lettre arriva, une 3e voie. L'université de Fudan lui proposait une chaire à mi-temps. Elle pourrait enseigner un semestre sur 2. L'autre moitié de l'année, libre. Libre pour Paris, libre pour Shanghai Investments, libre pour elle-même. Tout se déverrouillait soudain. Mais, pouvait-elle tout avoir? Elle retourna voir Julien, sans prévenir. Il était dans son bureau. Fatigué, mais droit. « J'ai une solution, dit-elle. Il leva les yeux. Curieux. Fudan me propose un poste à mi-temps. Je peux accepter Shanghai Investments aussi. Partager mon année. Et, partager mon cœur. » Julien se leva lentement, avança vers elle. « Et Paris? Je reviendrai. Souvent. Pour les dossiers. Pour mes racines. Et, pour toi, si tu veux toujours de moi. » Il ne répondit pas tout de suite. Il l'observa. Puis, dans un souffle. « Tu as construit ton équilibre. Tu n'es plus en fuite. Tu crées. » Il tendit la main. Elle la prit. « Alors oui, Élise. Je veux de toi. À Paris, à Shanghai, sur la Lune s'il le faut. » Ils rirent. Ils se retrouvèrent. Pas de promesse d'éternité, mais une décision partagée. Le monde n'était plus un lieu de fuite, mais un terrain d'élan. Ce soir-là, Élise regarda son reflet dans la vitre du taxi. Elle ne vit plus la femme de ménage invisible. Elle vit une femme debout, complète, aimée, une femme entre 2 mondes, et qui, pour une fois, avait choisi les 2. Le matin s'éveillait lentement sur Paris, comme si le soleil lui-même hésitait à se lever. Élise marchait sur les quais de la Seine, manteau serré contre elle, l'esprit ailleurs. Son billet pour Shanghai était réservé. Sa mission pour Shanghai Investments allait commencer dans 2 mois. Et avant cela, elle avait choisi de profiter, de savourer Paris, de se reconnecter à la femme qu'elle était devenue. Au siège de Duval Horizon, tout avait changé. Les employés croisaient désormais Élise avec un respect nouveau.
Elle n'était plus la dame du matin. Elle était Élise Navarro, conseillère en droit international. Les plus jeunes chuchotaient son histoire. Les plus anciens l'observaient, intrigués. Mais personne ne niait sa place. Elle avait gagné sa place. Et Julien, lui, la regardait avec une admiration silencieuse. Un matin, en salle de réunion, Élise présenta une analyse sur un partenariat sino-européen. Sa voix était posée, ses mots précis, son regard brillant. Julien n'intervenait pas, il la laissait briller. Et dans ce silence, elle comprit qu'elle n'était plus protégée. Elle était reconnue, mais une ombre restait. Un appel manqué, un numéro qu'elle connaissait. Lucas, son ex-mari. La dernière fois qu'elle avait entendu sa voix, c'était dans un tribunal. Des années de silence. Et maintenant, un appel. Il avait laissé un message. Je suis à Paris, j'aimerais te parler. Juste une fois. Julien vit son trouble ce jour-là. Il l'invita à dîner, encore. Pas pour parler travail, mais pour veiller sur elle. Élise hésita, puis accepta. Ce soir-là, elle mit une robe rouge. Pas pour séduire, mais pour se sentir vivante. Le dîner était simple, chaleureux. Ils parlèrent de tout, sauf de Lucas. Jusqu'à ce que Julien murmure. Tu ne m'as rien demandé, Élise, mais je te le dis quand même. Tu n'as pas à affronter ça seule. Elle resta silencieuse, touchée, puis répondit doucement. J'ai appris à ne plus fuir. Je vais le voir, mais pas pour lui, pour moi. Le lendemain, elle retrouva Lucas dans un café du 11e. Il avait vieilli, mais ses yeux restaient les mêmes, calculateurs, froids. Il tenta un sourire. Tu es superbe, Élise. On dirait que le monde t'appartient maintenant. Elle resta droite. Dis ce que tu as à dire. Il hésita, puis lâcha. Je voulais m'excuser. Elle plissa les yeux. Pourquoi exactement? Silence. Pour tout. La violence. La manipulation. Je sais que je t'ai brisé. Et, je t'ai vu dans un article. Je voulais juste te dire que tu mérites tout ce que tu es devenu. Élise sentit un frisson. Mais pas de peur, pas de colère. De la libération. Elle se leva doucement. Merci pour tes mots. Mais je n'attendais plus rien de toi. Je suis debout. Pas grâce à toi, mais malgré toi. Elle sortit du café, la tête haute. L'air frais sur son visage. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus victime. Elle était vivante. Elle retrouva Julien ce soir-là. Il la serra contre lui sans poser de questions. Et dans ce silence, elle comprit qu'elle n'était plus seule. 2 semaines plus tard, elle embarquait dans l'avion pour Shanghai. Un aller simple vers sa nouvelle vie. Ses mains tremblaient un peu. Mais son regard était ferme. Dans sa valise, pas seulement des dossiers, mais des souvenirs, des batailles, et une promesse à elle-même. Ne plus jamais s'effacer. À l'aéroport de Pudong, un chauffeur l'attendait. Panneau à la main, nom en caractère chinois, Navarro. Elle monta dans la voiture. La ville défilait, immense, vibrante, un autre monde, mais elle ne se sentait plus étrangère. Elle se sentait prête. Le soir venu, dans son appartement, Élise regarda les lumières de Shanghai. Elle murmura pour elle-même, « Tu as survécu, maintenant tu peux vivre. » Et dans ce moment suspendu, entre ciel et verre, naquit un nouveau chapitre. Shanghai brillait comme une constellation urbaine. Chaque nuit, des néons rouges, verts et or s'étiraient sur les gratte-ciel comme des tatouages vivants. Et Élise, depuis sa fenêtre, observait ce monde avec des yeux d'enfant et une âme de femme renaissante. Ses journées étaient intenses. Réunions juridiques, traductions stratégiques, rencontres diplomatiques. Shanghai Investments ne l'avait pas choisi au hasard. Sa maîtrise des langues, sa culture franco-européenne et sa rigueur en faisaient une perle rare. Mais Élise, elle, restait fidèle à elle-même. Discrète, efficace, et toujours un peu à l'écart. Chaque soir, elle rentrait dans un appartement moderne du quartier de Choui. Tout y était froid, propre, impeccable. Mais vide. Un soir, un colis l'attendait. À l'intérieur, une lettre, une boîte en bois, et un foulard rouge. La lettre venait de Julien. Tu me manques. Paris est moins lumineux sans toi. Je voulais t'offrir ce que tu m'avais raconté un jour. Ce foulard rouge, celui que tu avais vu dans une vitrine à Montmartre. Je ne savais pas encore à quel point tu étais ce rouge-là. Intense, présente, indélébile. Élise sourit, longtemps, puis pleura un peu, juste ce qu'il fallait pour ne pas étouffer. Les jours passaient, et une routine nouvelle s'installait. Le métro aux heures calmes, les repas au marché, les leçons de chinois avec Madame Wu, une vieille voisine à la langue acérée et au cœur en or. Élise reprenait goût au quotidien, à l'instant, à elle-même, mais le travail la happait vite. Un dossier d'une complexité extrême lui fut confié, la fusion de 2 géants asiatiques sous réglementation franco-chinoise. Elle s'y plongea avec une précision chirurgicale. Et bientôt, elle impressionna. Un directeur japonais la félicita publiquement. Un diplomate français la recommanda à l'ambassade. Elle devenait une référence. Et pourtant, son cœur restait divisé. Un appel visio avec Julien un soir de pluie changea tout. Il apparut à l'écran, cravate desserrée, sourire fatigué. « Tu sais, dit-il, j'ai une proposition folle à te faire. » Elle sourit. « J'écoute. Je suis à Shanghai, tout est possible ici. » Il inspira. « Et si on construisait un pont ?»« Un pont ? Oui, un pont entre Paris et Shanghai. Des projets conjoints, des conférences, un programme d'échange. Et toi, au centre de tout ça ?» Élise resta silencieuse. Son cœur battait fort. Un pont, pas un adieu, pas une rupture, un lien. Elle répondit, « J'y pense chaque nuit sans oser te l'écrire. » Oui,
Construisons-le, ce pont. Les mois suivants furent un tourbillon. Élise jonglait entre ses responsabilités à Shanghai Investments et la création du projet franco-chinois avec Julien. Ils l'appelèrent « Horizon croisé », un programme mêlant échanges culturels, coopération juridique et soutien aux femmes victimes de violences, un combat qu'Élise portait désormais haut. Elle recevait des lettres de jeunes étudiantes chinoises, inspirées par son parcours. Elle animait des conférences à Fudan. Et pour la première fois, elle enseignait. Un soir, après une conférence, elle reçut un bouquet de pivoine. Sans nom, mais une petite carte, pour celle qui transforme la douleur en lumière. Elle n'eut pas besoin de plus. Elle savait. Julien la rejoignit 2 semaines plus tard à Shanghai pour une conférence commune. Lorsqu'il descendit de l'avion, il la vit. Elle portait le foulard rouge. Celui de Montmartre. Celui de leur histoire. Il s'approcha. Les mots étaient inutiles. Il lui tendit une petite boîte noire. « Je ne sais pas si tu veux encore croire à ces choses-là, murmura-t-il. Mais moi, j'y crois. Et je crois en nous. » Elle ouvrit. Un anneau fin, sobre, or blanc, discret, comme elle. Julien chuchota. « Élise Navarro, veux-tu m'épouser ?» Elle le regarda, longtemps, puis hocha la tête. « Oui, mais, à une seule condition. » Il sourit. « Laquelle ? » Qu'on continue à marcher, toi à Paris, moi à Shanghai, mais jamais loin. Un pont, tu te souviens ? Pas une cage. Julien éclata de rire. Marché conclu. Dans la ville la plus vibrante de l'Est, sous un ciel chargé de sens, Élise venait de dire oui. Pas seulement à un homme, mais à elle-même, à sa vie, à son avenir. L'année s'ouvrait sur une lumière nouvelle. Dans les rues animées de Shanghai, Élise marchait d'un pas sûr, sa silhouette désormais connue dans les cercles d'affaires, mais aussi dans les amphithéâtres de l'université de Fudan. Elle était juriste, conférencière, mentor, mais surtout, elle était vivante. Chaque matin, elle enseignait le droit international avec passion. Chaque après-midi, elle retrouvait son bureau chez Shanghai Investments. Et chaque soir, elle écrivait à Julien, à Paris. Des lettres, des vidéos, des appels. Le fil qui les reliait ne s'était jamais rompu. Un soir, alors qu'elle corrigeait les copies de ses étudiants, son téléphone vibra. Un message, une surprise t'attend à la maison. Ne tarde pas. Intriguée, Élise rentra plus tôt que d'habitude. Dans son salon, un piano droit trônait. Et à côté, une valise. Julien apparut dans l'embrasure de la porte, bouquet de fleurs en main. J'ai obtenu un partenariat avec la chambre de commerce de Shanghai. Je reste 3 mois. Élise resta figée, puis elle se jeta dans ses bras. Le fil n'était plus virtuel. Il était là, tangible. Ces 3 mois furent comme un rêve suspendu. Le matin, ils partageaient un café en silence, dans la petite cuisine. Le midi, ils se retrouvaient entre 2 rendez-vous, souvent sur un banc du jardin Yuan. Le soir, ils dînaient dans un restaurant discret, parfois français, parfois typiquement shanghaïen. Julien, habitué au rythme parisien, découvrait ici une autre cadence. Plus lente, plus intérieure, plus, Élise, et lui aussi changeait. Un samedi, ils visitèrent Suzhou, la ville des jardins. Sous un ciel pâle, Élise marcha entre les pavillons de bois, le bruit de l'eau et des bambous les enveloppant d'une paix rare. Julien lui prit la main. « Tu sais, je ne suis plus l'homme pressé que j'étais. Je l'avais remarqué. C'est toi, Élise. Tu m'as appris à écouter, à ralentir, à regarder ce qui est là, au lieu de courir après ce qui manque. » Elle sourit doucement. Puis elle souffla. « Et toi, tu m'as appris à croire à nouveau. » Mais les jours filaient vite. Trop vite. Le dernier mois approchait. Puis la dernière semaine. Et enfin, la veille du départ. Ils ne parlèrent presque pas. Assis face à face, une tasse de thé entre les mains, ils se regardaient. Ils savaient, ils redoutaient, mais ils acceptaient, car leur amour n'était pas un feu de paille. C'était une flamme lente, patiente, et fidèle. À l'aéroport, Julien serra Élise une dernière fois. 3 mois passent vite, pas quand on compte les jours. Alors ne les compte pas. Il la regarda. Continue d'enseigner, de briller, de devenir ce que tu n'as jamais osé être. Je t'attendrai, toujours. Une semaine plus tard, Élise reçut une enveloppe officielle. Le logo de l'université de Fudan. Elle l'ouvrit, le souffle court. Madame Élise Navarro, au vu de votre contribution exceptionnelle à la formation des étudiants et de votre impact dans les programmes juridiques internationaux, nous avons l'honneur de vous proposer un poste permanent de professeur associé. Nous espérons que vous continuerez à faire briller ce pont entre nos 2 cultures. Astérisque. Elle relut la lettre plusieurs fois, puis leva les yeux vers la fenêtre. Le soleil se couchait sur la ville. Les lampions s'allumaient, et au loin, on entendait une flûte chinoise. Douce, lointaine. Son cœur était partagé. Paris était amour. Shanghai était renaissance. Mais elle était désormais entre les 2. Et ce fil qu'elle avait tissé, d'une ville à l'autre, d'un passé à un avenir, ne se romprait plus. Elle appela Julien. Il décrocha immédiatement. « Je viens de recevoir une lettre. Bonne ou mauvaise, une vie nouvelle. » Silence. Puis, « Alors on construit le pont, pour de vrai ?» Elle répondit, « Oui, et je veux que ce pont porte mon nom. Je ne veux plus être une ombre. Je veux être la femme qu'on voit, qu'on écoute, qu'on respecte. » Julien murmura, « Tu l'as toujours été, Élise. Tu viens seulement de le reconnaître. » Et dans cette nuit étoilée de Shanghai, une femme autrefois effacée venait d'écrire un nouveau chapitre. Non pas pour fuir, mais pour choisir. Les rues de Paris n'avaient pas changé. Toujours les pavés, les volets clos au petit matin,
l'odeur du pain chaud qui s'échappe des boulangeries encore endormies. Mais pour Élise, tout était différent. Elle n'était plus la femme de ménage silencieuse. Elle n'était plus l'ombre qui passait dans les couloirs. Elle revenait en tant que femme affirmée, professeure reconnue, juriste respectée. Et pourtant, à peine arrivée, elle ressentit une crainte sourde. Comme un frisson d'avant la tempête. Elle ne savait pas encore pourquoi. Julien l'attendait à l'aéroport. Il l'embrassa longuement, tendrement. Puis ils prirent un taxi pour retourner chez lui, chez eux, désormais. « Tu sens différent ?» dit-il doucement, en posant sa main sur la sienne. « Tu crois ? Tu rayonnes. » Elle sourit, presque gênée. Mais en elle, un nœud persistait. Le lendemain, Élise fut invitée à un déjeuner par la directrice du Centre des relations juridiques franco-asiatiques. Un grand projet était en cours, un programme d'échange entre juristes chinois et français, soutenu par plusieurs ministères. « On veut que tu sois notre ambassadrice », déclara la directrice avec enthousiasme. « Toi, Élise, ta double expertise, ton histoire, ton courage. » Élise, surprise, hésita. « Je viens juste de revenir. Justement, c'est ici que tout commence. Ce n'est pas un hasard. » Ce soir-là, dans leur salon, Julien posa son ordinateur sur la table basse. Il l'observait, absorbé dans la lecture de la proposition. « Tu veux y aller, n'est-ce pas ? Ce n'est pas aller, c'est construire. Ce pont entre ici et là-bas. Je peux vraiment l'incarner. Alors fais-le. » Elle leva les yeux vers lui. « Et toi ?» Il prit une gorgée de vin, puis répondit. « Je suis ici, mais je veux être là où tu es. On trouvera une façon. Peut-être vivre à moitié ici, à moitié là-bas. » Un silence doux s'installa. Il savait qu'il construisait quelque chose d'inédit. D'instable, mais de vrai. Une semaine plus tard, Élise visita les anciens locaux de Duval Horizon. Pas en tant qu'employée, mais comme invitée. Elle devait intervenir dans une conférence sur « Les talents cachés au cœur des entreprises ». La salle était pleine, et au premier rang, des visages familiers, des collègues d'avant. Certains l'évitaient du regard, d'autres l'observaient, stupéfaits. Elle monta sur scène, respira, et parla. « Il y a quelques années, j'étais ici, balai à la main. Invisible, mais dans ma tête, il y avait d'autres langues, d'autres lois, d'autres rêves, et il a fallu un appel, une voix étrangère, pour que l'on m'entende enfin. Aujourd'hui, je suis juriste, enseignante, et bientôt ambassadrice d'un projet franco-chinois. Mais je reste cette femme-là, celle qui sait que le silence peut cacher l'excellence. » La salle applaudit, longuement, certains se levèrent, et pour la première fois, Élise sentit que le respect était entré dans la pièce. En sortant, une ancienne collègue l'aborda timidement. « Tu m'as donné du courage. Je suis retournée à l'école, moi aussi. » Élise lui serra la main. « Ne laisse jamais personne t'invisible. » Plus tard dans la soirée, Élise marchait seule dans le jardin du Luxembourg. Le vent de mars lui fouettait le visage. Elle pensa à sa mère, à son père, à sa sœur, qu'elle n'avait plus revue, à cet appartement sombre où tout s'était brisé. Et elle sut qu'il était temps, pas seulement de bâtir des ponts, mais de revenir aux racines. Elle prit son téléphone. « Allô, c'est Élise Navarro. Je cherche une certaine Claire Legrand. Elle est mon passé, mais j'aimerais lui parler. » Silence au bout du fil. Puis une voix. « Claire ? Ça fait 20 ans que personne ne l'appelle ainsi. » Car pour guérir totalement, Élise devait faire face à celle qu'elle avait été, à celle qui avait fui, et à celle qui avait survécu. La prochaine étape n'était ni à Paris, ni à Shanghai, mais dans ce village du sud, où tout avait commencé. Le train s'éloignait lentement de Paris, glissant entre les champs brumeux et les petites gares oubliées. Élise observait le paysage défiler sans vraiment le voir. Chaque village, chaque clocher, chaque bosquet semblait réveiller un écho. Un souvenir, un silence. Elle tenait dans sa main une adresse griffonnée sur un morceau de papier. Claire Legrand, son ancien nom, son véritable nom. Elle n'y était pas retournée depuis plus de 15 ans. Le village, la maison, et celle qu'elle était, avant. À cette époque, elle n'avait pas encore fui. Elle était encore prisonnière. Prisonnière d'un homme, d'un mariage, d'une peur constante. Mais aujourd'hui, elle revenait libre. Solide, transformée. Le taxi s'arrêta devant une petite maison en pierre, couverte de vignes vierges. La façade était vieillie, mais les volets bleus étaient ouverts. Élise hésita devant la porte. Elle inspira profondément, puis frappa. Une femme ouvrit, une trentaine d'années, visage familier, trop familier. « Claire » murmura-t-elle. « Non » dit Élise avec un sourire tremblant. « Je suis Élise maintenant. » La femme fronça les sourcils. « Je suis Zoé, la fille de ton ancienne voisine. Je vis ici depuis que ta maison a été vendue. » Un silence. « Tu es bien Claire Legrand, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête. « Oui, je l'ai été. » Elles s'assirent dans le jardin, autour d'un café tiède. Zoé parla, de ce qui s'était passé après son départ. Du mari d'Élise, retrouvé mort quelques années plus tard dans un accident. De la maison laissée vide, puis vendue. Certains ont dit que tu avais disparu. Que tu avais changé de nom pour fuir la honte. Élise sourit tristement. Non, Zoé, pas la honte, la survie. Elle sortit une vieille photo pliée, la posa sur la table. Une jeune femme, un regard triste, et un bébé dans les bras. C'est moi, et ma fille. Elle s'appelait Marie. Zoé regarda la photo, émue. Qu'est-elle devenue? Elle est brillante, étudiante à Shanghai. Elle enseigne maintenant. C'est ma plus belle victoire. Après le café, Élise demanda à marcher seule jusqu'au vieux cimetière.
Ses pas la guidèrent sans hésitation. Elle retrouva la tombe de ses parents. 2 pierres simples, côte à côte, à moitié recouvertes de mousse. Elle resta là longtemps, à genoux, silencieuse, les larmes coulant lentement, sans bruit. « Je suis revenue » murmura-t-elle. « Je ne suis plus perdue. » En quittant le cimetière, elle passa devant l'ancienne école, puis devant la petite épicerie, et enfin, la maison qu'elle avait autrefois habitée. Un frisson lui remonta le long de la colonne. Les volets étaient fermés, mais la porte du jardin était entr'ouverte. Elle hésita, puis entra. Le jardin était envahi par les herbes folles. Mais l'arbre sous lequel elle s'asseyait autrefois avec Marie était toujours là. Elle posa la main sur le tronc. « Tu t'en souviens, toi aussi, hein ?» Le soir venu, Élise retourna à la gare. Le train du retour ne partait que dans 2 heures. Alors elle s'assit sur un banc. Et pour la première fois depuis des années, elle ouvrit un carnet. Et écrivit, non pas un courrier officiel, non pas un rapport, mais une lettre à elle-même, à Claire. Merci d'avoir tenu bon, merci d'avoir fui, merci de m'avoir permis de devenir Élise. Grâce à toi, j'ai pu aimer, enseigner, me relever. Tu étais brisée, mais tu as laissé pousser des racines. Je suis ton avenir, et je te pardonne. Le train entra en gare dans un souffle métallique. Élise monta, carnet en main, cœur apaisé. Demain, elle reprendrait l'avion. Direction Shanghai, là où l'avenir l'attendait. Mais ce soir, elle avait retrouvé quelque chose de plus précieux encore, sa paix intérieure. L'avion atterrit en douceur sur le tarmac de Shanghai. La pluie fine dessinait des lignes sur les hublots, comme des calligraphies chinoises éphémères. Élise ouvrit les yeux, le cœur encore un peu en France, mais l'esprit déjà sur cette autre rive du monde. Dans le hall de l'aéroport, une foule dense circulait. Des visages pressés, des voix rapides, des langues entremêlées, et au milieu de tout cela, un panneau levé au-dessus de la tête d'un jeune homme en costume. Madame Élise Navarro, Shanghai Investments. Elle sourit, c'était réel, ce n'était plus un rêve. Le jeune homme s'inclina légèrement. Bienvenue à Shanghai, Madame Navarro. Je suis Li Jun, votre assistant temporaire. On m'a chargé de vous accompagner jusqu'à la résidence. La voiture glissa dans la ville, entre les gratte-ciels noyés de nuages et les vieux quartiers survivants. La modernité et la mémoire se côtoyaient à chaque coin de rue. Élise observait tout avec des yeux grands ouverts. Elle reconnaissait certains idéogrammes, déchiffrait quelques conversations. Ses années d'études, de passion et de silence. Enfin réveillée. Puis, au détour d'une avenue, une silhouette familière. Marie, sa fille l'attendait devant un petit immeuble moderne. Elle portait un imperméable rouge. Ses cheveux étaient noués, son regard rempli de fierté. Maman, elles se prirent dans les bras, sans un mot. Juste l'essentiel, juste la chaleur. Le lendemain, Élise découvrit ses nouveaux bureaux. Un étage entier dédié aux affaires internationales, baigné de lumière, orné d'étampes, de bois sombres et de fleurs fraîches. Un mélange de rigueur asiatique et de finesse européenne. Le directeur régional, M. Zhao, l'accueillit avec un sourire professionnel. Nous attendions votre venue avec impatience. Votre profil est rare et précieux. Elle s'inclina à la manière chinoise, avec respect. Je suis honoré d'être ici. Les jours suivants, Élise plongea dans ses nouvelles responsabilités. Analyse de contrats, négociations bilingues, et surtout, établir une passerelle entre les partenaires français et les groupes chinois. Elle se sentait à sa place. Vive, légitime, vivante. Mais le soir, quand la ville se couvrait de néons, elle retrouvait Marie. Elles cuisinaient ensemble, riaient de tout et de rien, ou se promenaient sur le Bund, longeant le fleuve, les gratte-ciel d'un côté, les souvenirs de l'autre. Un soir, alors qu'elle dînait dans un petit restaurant local, Élise reçut un message. Un simple texto, de Julien Duval. Je pense à toi. Shanghai te va bien. Paris est plus vide sans toi. Elle sentit son cœur se serrer. Marie la regarda en coin. C'est lui, hein? Élise hocha la tête. Un sourire doux au coin des lèvres. Oui, tu l'aimes? Silence. Je crois que je me redonne le droit d'aimer. Le week-end suivant, Shanghai Investments organisa un grand gala diplomatique. Élise y fut conviée en tant que représentante spéciale. Elle portait une robe en soie ivoire, brodée de motifs floraux chinois. Un collier discret, des boucles d'oreilles offertes par Marie. Quand elle entra dans le grand salon, toutes les conversations semblèrent ralentir. Elle n'était plus l'ombre discrète des couloirs de Paris. Elle était désormais claire. Élise, femme accomplie. Elle serra des mains, traduisit des propos complexes, enchaîna les discours avec élégance. À la fin de la soirée, alors qu'elle quittait les lieux, un conseiller de l'ambassade française l'aborda. On parle beaucoup de vous, Madame Navarro. Votre parcours inspire. Le consulat souhaiterait organiser une rencontre officielle. Elle resta un instant figée, puis sourit. Pourquoi pas, mais seulement si je peux parler vrai. En rentrant ce soir-là, Élise leva les yeux vers le ciel de Shanghai. Des nuages rapides, des lumières partout, et en elle, une certitude, elle était à sa place, ici. Mais aussi ailleurs, car désormais, elle n'avait plus à choisir entre ses identités. Entre Paris et Shanghai, entre le passé et l'avenir. Elle était entière, et pour la première fois depuis longtemps, libre. Le printemps s'installait doucement sur Shanghai. Les cerisiers du campus de l'université de Fudan parsemaient les allées d'un rose délicat. Marie courait d'un cours à l'autre, son sac en bandoulière, des livres sous le bras,
le regard brillant de cette curiosité insatiable qu'Élise lui avait toujours connue. Élise, elle, traversait chaque jour la ville entre les bureaux imposants de Shanghai Investments et les salles paisibles de la faculté où elle donnait un séminaire hebdomadaire sur le droit comparé. Le temps lui avait appris à marcher entre les mondes, à ne plus se fondre, mais à exister pleinement dans chacun d'eux. Ce matin-là, elle tenait une conférence sur les accords commerciaux sino-européens. Dans l'auditorium, les étudiants chinois écoutaient avec une attention religieuse. Élise, en veste beige sobre, cheveux relevés et regard vif, parlait avec passion de compromis, de culture, de diplomatie. À la fin, un étudiant leva la main. « Madame Navarro, avez-vous toujours su que vous seriez ici, un jour ?» Elle sourit, longuement, puis répondit « Non, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais destinée à l'effacement. Mais parfois, la vie vous remet sur un chemin que vous aviez enterré. Et alors, il faut avoir le courage de le suivre. » Applaudissements, silencieux, respectueux, ému. En sortant, son téléphone vibra. Un appel vidéo. Julien. Elle hésita un instant, puis décrocha. « Salut, toi » dit-elle d'une voix douce. Julien était dans son bureau à Paris, cravate desserrée, yeux fatigués mais heureux de la voir. « Tu me manques. Paris me paraît étrangement lent sans toi. Shanghai est intense, mais beau, vivant. » Il sourit. « Alors, dis-moi, tu penses rentrer bientôt ? Ou je dois envisager une filiale à Shanghai ?» Elle rit doucement, puis redevint sérieuse. « J'ai reçu une proposition. Shanghai Investments veut me garder plus longtemps. Un contrat hybride, moitié ici, moitié à Paris. » Un silence flotta. « Et, tu veux l'accepter ?» Elle regarda autour d'elle. Le campus, les étudiants, et puis pensa à Marie, à leur soirée partagée. Et à Paris, à ses rues, à ses souvenirs. À Julien. Oui, mais pas seul. Je veux construire un pont, Julien. Pas une frontière. Une semaine plus tard, elle rentrait brièvement à Paris pour une réunion stratégique avec le siège de Shanghai Investments Europe. Julien l'attendait à l'aéroport, un bouquet de pivoine blanche à la main. Toujours aussi ponctuelle, dit-elle en l'apercevant. Toujours aussi éblouissante, répondit-il en l'embrassant sur la joue. Dans la voiture, le silence était doux, complice. Puis, dans une petite ruelle du Marais, il s'arrêta. Sortit de la voiture, lui ouvrit la portière. « Viens, juste 5 minutes. » Ils entrèrent dans une galerie d'art transformée pour l'occasion. Sur les murs, des photographies de femmes du monde entier. Des portraits puissants, des regards qui racontaient des renaissances. Et au centre, un petit écrin. Julien s'en approcha, l'ouvrit, un anneau simple, en or blanc. « Élise, tu as traversé l'obscur, tu t'es relevée seule, mais si tu le veux, je serai là pour la suite. Non pas pour te porter, mais pour marcher à côté de toi. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de tristesse, mais de ce bonheur rare, doux et inattendu. « Oui » murmura-t-elle. « Oui, Julien. À côté, toujours. » Quelques mois plus tard, le pont était bien réel. Un appartement partagé à Paris. Un autre à Shanghai. Des allers-retours réguliers. Une vie entre deux rives. Marie brillait dans ses études. Julien ouvrait des partenariats franco-chinois. Et Élise rayonnait. Un jour, lors d'une conférence à Pékin, elle conclut son intervention avec ces mots. « J'ai longtemps pensé que ma valeur dépendait du regard des autres. Puis j'ai compris que ma force, c'était ma trajectoire. Même cabossée, même effacée, elle était à moi, et elle valait d'être partagée. » Ce jour-là, dans l'assistance, une jeune femme lui envoyait un message anonyme. « Merci, vous m'avez donné le courage de recommencer. » Élise sourit. C'était ça, finalement, sa mission. Pas juste négocier des contrats, mais tendre la main, montrer que chaque femme peut reconstruire son monde. L'air de Shanghai était doux ce soir-là. Le ciel, strié de rose et d'orange, offrait un tableau apaisant au-dessus des gratte-ciel. Sur le toit-terrasse de l'immeuble où vivait Élise, une petite réception avait lieu. Julien, élégant comme toujours, discutait avec des partenaires chinois autour d'un verre de vin blanc français. Marie, rayonnante, riait aux éclats avec 2 professeurs de Fudan. Et Élise, elle observait, souriait, respirait profondément. Ce soir n'était pas une fête comme les autres. C'était le lancement officiel du programme Horizon Croisé, un projet universitaire qu'elle avait cofondé. Une initiative franco-chinoise mêlant droit international, échange culturel, et surtout, leadership féminin. Quelques mois plus tôt, dans une salle de réunion feutrée de Shanghai Investments, Élise avait présenté son idée. « Nous avons besoin d'un espace où des femmes comme moi, comme tant d'autres, puissent retrouver leur voix. Pas seulement un programme académique, un tremplin, un élan, des visages sceptiques, mais aussi des regards curieux. » Et, contre toute attente, on lui a dit oui. Sur la terrasse, les discours s'enchaînaient. Julien prit la parole brièvement, saluant la vision courageuse de sa partenaire de vie. Puis vint le tour d'Élise. Elle s'avança, calme, assurée. Le silence se fit. « Il y a quelques années, dit-elle, je pâchais la serpillière dans une tour d'un quartier d'affaires parisien. J'avais un doctorat, un passé, et un silence immense en moi. Mais j'avais renoncé à me battre. » Elle marqua une pause. « Ce soir, je ne suis pas ici pour parler de réussite personnelle. Je suis ici pour dire que la chute n'est pas la fin. Qu'avec du soutien, du respect et une opportunité, on peut bâtir un avenir. » Applaudissements, pas bruyants, mais sincères, profonds.
Après le discours, Marie la rejoignit, les yeux pleins d'admiration. « Tu sais, maman, dit-elle, je crois que c'est toi qui m'as vraiment appris ce que ça veut dire être forte. » Élise serra sa fille dans ses bras. Et dans ce moment suspendu, elle sentit quelque chose de précieux. La boucle n'était pas seulement bouclée. Elle s'était transformée en chemin d'avenir. Les mois suivants, Horizon Croisé devint un carrefour. Des femmes venues de France, de Chine, d'Afrique. Des parcours brisés, réinventés, audacieux. Certaines anciennes femmes de ménage devenues étudiantes. D'autres mères célibataires devenues formatrices. Toutes portées par la même conviction, la dignité ne dépend pas du chevau, mais de ce qu'on fait de ses blessures. Élise animait les ateliers avec une intensité douce. Elle ne racontait jamais son histoire directement. Mais chaque mot, chaque regard, portait cette force silencieuse d'une femme qui avait traversé l'ombre et choisi la lumière. Un soir d'hiver, dans leur appartement à Paris, Julien regardait Élise classer des dossiers pour le prochain colloque à Shanghai. Il s'approcha doucement, l'enlaça. « Tu n'as pas changé, murmura-t-il. Comment ça? Tu es toujours cette femme qui se lève plus tôt que tout le monde. Mais maintenant, tu marches droit, tête haute. Tu n'es plus invisible. » Elle se tourna vers lui, un sourire tendre au coin des lèvres. « Je n'ai jamais voulu briller pour être vue. Je voulais simplement être vrai. Et utile. » Une lettre arriva quelques jours plus tard. Une invitation officielle, le ministère des Affaires étrangères français voulait la décorer pour son travail de médiation interculturelle. Élise resta silencieuse longtemps, puis dit simplement « On en est là, alors ?» Julien l'embrassa sur le front. « On n'en est qu'au début. » Dans une salle de classe de Fudan, Marie, devenue assistante de recherche, projetait une citation au tableau. « Les plus belles victoires ne font pas de bruit. Elles se construisent dans le silence, la douleur et la renaissance. » Un étudiant leva la main. « C'est de qui, cette citation ?» Marie sourit. « C'est de quelqu'un que vous ne trouverez pas dans les livres, mais que vous n'oublierez jamais si vous la rencontrez. » Élise Navarro n'était plus femme de ménage. Elle n'était plus un mystère. Elle était une voix, un pont, une preuve vivante. Que les silences d'hier peuvent devenir les plus puissants des discours. Et dans chaque ville où elle passait, elle laissait derrière elle un mot, une main tendue, une étincelle. Parce que pour elle, la réussite ne se mesurait pas en titre, mais en vie qu'on aide à recommencer. Et voilà, c'est ici que s'arrête le chemin d'Élise Navarro. Une femme qu'on ne regardait pas, qu'on croisait sans voir, mais qui, dans le silence, préparait sa renaissance. Elle a traversé la peur, l'oubli, les blessures. Elle a douté, elle a chuté, mais elle s'est relevée, pas pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour redevenir elle-même. De la solitude glacée des couloirs de bureau, aux salles éclairées de Fudan, elle a fait de sa douleur un pont, de son savoir une arme, et de son histoire un message d'espoir. Peut-être que son histoire vous a parlé. Peut-être qu'elle vous a rappelé que, parfois, la vie ne commence pas par des éclats, mais par un simple mot, encore. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de vie, de force et de transformation. Likez, commentez, dites-moi ce que vous avez ressenti. Partagez cette voix, cette lumière, avec quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'ici, on donne la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée. Merci, et à très bientôt, pour une nouvelle voix.